Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes au dernier épisode de cet enseignement de linguistique générale, qui sera aussi mon dernier cours officiel au Collège de France. Donc il y a un cycle qui s'achève. Néanmoins, je peux annoncer d'ores et déjà qu'il y aura encore quelques activités liées à la linguistique générale l'année prochaine, peut-être aussi l'année d'après, sous forme, certes pas de cours institutionnels, mais de conférences. Je vais faire par exemple une conférence dans le colloque d'ouverture au mois d'octobre. Il y aura quelques séminaires. Il y aura peut-être aussi un colloque, si on arrive à l'organiser. De toute façon, ces activités seront annoncées le moment venu dès qu'elles se concrétisent. Pour le moment, c'est bien de savoir qu'il y aura quelque sorte de continuité dans les enseignements et dans les activités liées à la linguistique générale. Je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, comme d'habitude, il y aura un séminaire immédiatement après le cours. Le conférencier aujourd'hui sera le professeur Gennaro Chierchia de l'Université de Harvard. Voilà, le cours aujourd'hui sera fondamentalement consacré à l'acquisition des structures cartographiques, des structures complexes mises en relief par les études, par le programme de recherche dont j'ai parlé hier. Je voudrais revenir un instant, néanmoins, sur le but de ce programme de recherche. Donc, d'abord, il s'agit d'un vaste projet de description. Nous essayons de décrire de manière détaillée les structures fines des syntagmes et des phrases à travers la langue. Donc, il y a un but descriptif qui a une grande importance pour tous les aspects liés aux applications connectées au langage, donc applications cliniques par exemple, applications didactiques, applications informatiques. Et bien sûr, il y a l'aspect de la documentation de langue en danger que nous essayons de poursuivre en soulignant les aspects structuraux, les propriétés des structures qui sont en effet le focus de la recherche cartographique. Comme je l'ai dit hier, comme il était dit clairement dans la belle citation de Benoît Mandelbrot que j'avais discuté hier, description et explication vont nécessairement ensemble. Dans la bonne pratique scientifique, dans la bonne démarche scientifique, les deux aspects sont indissociables. Dès que, du point de vue descriptif, nous observons certaines généralisations, il faut tout de suite se poser la question « pourquoi ?» Pourquoi les choses sont ainsi? Pourquoi je trouve exactement ce type de structuration des faits et non pas d'autres structurations imaginables a priori? Dans notre terme, il s'agit essentiellement de ramener les généralisations observées dans le travail cartographique, mais dans n'importe quel travail précis et descriptif en linguistique, ramener ces généralisations à des principes plausibles de la faculté du langage conçus dans la manière la plus générale possible. Donc l'ensemble des capacités humaines qui nous donnent la possibilité d'apprendre une langue et de l'utiliser. Donc ces deux buts de description et explication qui vont nécessairement ensemble. Ensuite, il y a des buts plus spécifiques, plus techniques, si on veut. Il s'agit d'un côté de contribuer au programme de syntacticisation, on utilise ce néologisme, de la morphologie. Donc la tentative de dire que la morphologie et la syntaxe, c'est fondamentalement la même chose. C'est-à-dire les procédures fondamentales sont les mêmes. On a souligné le rôle de merge en syntaxe, cette opération qui met ensemble deux choses, le principe combinatoire le plus simple qu'on puisse imaginer. Eh bien, il y a beaucoup de tentatives intéressantes de montrer
que la morphologie est fondamentalement un système fondé sur une opération semblable, une opération comme merge. Je parle de la nanosyntaxe, qui est une filiation directe des études cartographiques dans les travaux de Michel Stark, par exemple à Tromsø, à Brno, etc., et de l'approche Morphological Syntax de Kane, Collins, des linguistes que j'ai souvent cités. Ce n'est pas une idée totalement nouvelle. Hein. J'ai retrouvé essentiellement la même idée chez Ferdinand de Saussure dans le texte qui a introduit notre discipline, la linguistique générale, dans le cours de linguistique générale. Quand Saussure doit donner des exemples de syntagme, il discute des exemples comme contre tous, qu'on considérait un syntagme certainement, en mettant ensemble deux mots, mais aussi des mots complexes, magnanimus. Donc il considérait des mots complexes comme des syntagmes, ce qui évidemment sous-entend l'idée que la morphologie complexe est un produit d'une combinatoire qui est très proche de la combinatoire syntaxique. Il s'agit d'étudier certaines zones de la syntaxe qui n'ont pas été étudiées en grand détail, comme la position adverbiale. Hier, j'ai beaucoup souligné l'importance de l'étude des positions adverbiales pour déterminer la position du verbe, par exemple, dans la structure de la phrase. Même chose pour les positions adjectivales dans les structures nominales. Beaucoup de travail a été fait dans ces deux domaines, en particulier liés aux contributions de Guglielmo Cinque. Il s'agit aussi d'intégrer dans la structure de la phrase certaines articulations liées à l'organisation du discours. Donc on peut essayer de cette manière de créer un pont entre l'étude de la syntaxe de la phrase et l'étude du discours, l'étude de l'organisation discursive, en étudiant en détail certaines articulations comme topic commentaire, focus présupposition, qui sont exprimées dans la syntaxe de la phrase, mais qui sont essentielles aussi dans le cadre d'une compréhension du fonctionnement du discours bien formé. Je vais revenir aujourd'hui sur ces deux types d'articulation. Puis, dans un contexte plus large d'études du langage comme capacité cognitive, donc dans un contexte général de sciences cognitives, il s'agit d'établir les rapports entre les résultats cartographiques et l'acquisition de la première langue. Par exemple, en se posant la question qu'on essayera d'aborder aujourd'hui, comment est-ce que l'enfant arrive à acquérir les complexités et les détails de structure cartographique. La comparaison entre l'acquisition de la première langue et la langue seconde, l'étude des techniques efficaces pour l'enseignement des langues étrangères. Ici, il y a une école intéressante qui travaille sur ce thème en utilisant de manière cruciale les instruments cartographiques au Brésil, à l'université de Campinas, avec Tescarineto et d'autres. Puis l'étude des pathologies du langage. Bien sûr, cette structure détaillée pose des problèmes directs pour l'analyse des pathologies. Est-ce que certaines zones de l'arbre sont plus fragiles, par exemple, par rapport aux pathologies? Ici, le travail de Nama Friedman est très important. Vous avez entendu certaines de ses présentations récemment dans le contexte de ce séminaire. Et puis dans le domaine computationnel, par exemple, avec les travaux de Cristiano Chesi à Pavie, de Giuseppe Samo à Genève, bien sûr, les résultats cartographiques ont des choses à dire aussi pour les applications computationnelles. Mais considérons en particulier l'acquisition de la première langue. La recherche cartographique offre ces structures, ces cartes détaillées de structures syntaxiques en soulignant la complexité de ces structures. Et donc, on se pose la question, comment ces configurations complexes sont-elles apprises
dans le développement du langage. Il y a plusieurs possibilités a priori. Peut-être ces structures sont accessibles dès les premiers stades du développement, où il est possible de les tester. Est-ce qu'ils sont déjà là, en quelque sorte, ou non? Ou bien sont-elles acquises graduellement, morceau par morceau? Et si c'est le cas, quelle est la logique de cet apprentissage morceau par morceau? Donc, il y a quelque chose que la cartographie a à offrir à la psycholinguistique du développement, à l'étude du développement du langage, en fournant des structures et en posant la question comment elles sont apprises. Et réciproquement, on peut se poser la question, est-ce que les données de l'acquisition peuvent offrir de nouveaux types de preuves empiriques pour choisir entre des alternatives théoriques, par exemple, pour choisir entre des hypothèses cartographiques distinctes. Ici, il y a un point important que j'aimerais souligner dans la discussion d'aujourd'hui, qui est que parfois, l'étude de l'acquisition du langage nous donne des types de données de manière très transparente, qui sont beaucoup moins transparents quand on observe les systèmes adultes. Il peut y avoir des propriétés qui sont immédiatement accessibles dans l'acquisition, mais elles sont plus masquées, plus cachées dans les systèmes adultes. Donc, de cette manière, l'étude de l'acquisition peut interagir de manière très forte avec les études théoriques. Voilà, donc j'aimerais discuter un tout petit peu de cette architecture de la périphérie gauche, de la périphérie initiale de la phrase, qui est le système qu'on va utiliser aujourd'hui en relation avec l'acquisition. Mais avant de voir l'acquisition, je voudrais essayer de motiver ce type d'articulation en prenant toute une série de faits et de preuves empiriques à partir de langues adultes. Donc l'idée fondamentale est que le système du complémentaire, donc le système qui correspond à un élément comme que, en français je crois que Pierre viendra par exemple, est en effet un système très articulé, très riche, qui est délimité par certaines têtes, tête de force et une tête de finitude, force qui détermine le type d'une proposition et aussi la force illocutoire d'une phrase principale. Donc s'il s'agit d'une déclarative ou bien d'une question ou bien d'une exclamative ou bien d'une structure impérative, ainsi de suite. Tandis que la tête de finitude qui délimite cette zone vers le bas est un peu le point qui raccorde la périphérie à la structure du IP. Donc cette tête s'accorde en finitude avec la structure du IP. Quand on a un verbe conjugué, ici ça sera plus fini, autrement ça sera une structure non finie, une structure infinitive fondamentalement. Et cette tête joue aussi un rôle par rapport à toute une série de procès dont on a parlé, comme le mouvement du verbe vers le système du complémentaire. En tout cas, donc, nous avons force finitude. Puis il y a cette position interrogative que je vais utiliser aujourd'hui surtout comme la position ou la couche structurale dans laquelle certains éléments comme pourquoi se trouvent. Donc un élément comme pourquoi diffère d'autres éléments WH, d'autres éléments interrogatifs, positionnellement. Il se trouve, on verra pour quelle raison, dans ce type de position. C'est aussi la position qui est utilisée par des marqueurs comme si. Je ne sais pas si Pierre viendra, par exemple, dans une question indirecte. C'est cette position interrogative qui entre en jeu. Puis la position topique. Le topique, il y a une position ici dédiée à cette entité. Un topique est un élément qui est repris du contexte discursif, un élément saillant, et par rapport auquel la structure va faire un commentaire, va dire quelque chose à propos du topique. Je vais illustrer ça. Puis le focus, mais je vais utiliser la position focale uniquement dans cette recherche que je présente aujourd'hui, non pas pour la généralité des phénomènes de focus, mais comme cible du mouvement WH. Le mouvement interrogatif, donc la position de la périphérie qui est ciblée par un élément comme qui, où, quand, comment, etc., est
la position focale. On verra mieux en quoi, en quel sens. La position de modificateur, la position qui est ciblée par des adverbes antéposés. Donc, si vous antéposez un adverbe, j'en résoudra le problème rapidement. Rapidement, j'en résoudra le problème. C'est la position ciblée par ce mouvement qui met en relief, en quelque sorte, l'adverbe. Et c'est une position distincte des positions topicales et positions focales. On verra quelques données empiriques à ce sujet. Puis la position finitude, le point de raccordement, et puis la structure du IP, qui est la structure qui produit la prédication, sujet-prédicat, et qui a vraisemblablement toute la richesse de la structure éclatée dont Cinque a parlé et que j'ai repris dans la discussion d'hier. Voilà le système structurel que je voudrais commenter. Disons encore quelques mots sur les articulations de topique commentaire et de focus présupposition. Donc, topique commentaire, comme je disais, je choisis un référent dans l'ensemble des référents saillants et je le mets en position initiale. Cette structure est réalisée par une certaine construction dans la Groman, ce qu'on appelle la dislocation à gauche clitique, où le topique est repris par un pronom clitique, un pronom faible comme le. Donc, ton livre, je vais le lire la semaine prochaine. On parle de plusieurs livres et je dis quelque chose à propos de l'un de ces référents en utilisant ce type de construction. L'articulation focus-présupposition, c'est presque le contraire. Il y a un élément qui est focalisé, donc qui est lié à la nouvelle information, qui peut être mis en position initiale, parfois indiqué par une prosodie très spéciale. Dans des langues comme l'italien, on peut simplement antéposer l'élément et donc dire des choses dans une structure de focalisation comme il tuo libro leggerò la settimana prossima, non quello di Gianni. En français, la manière la plus naturelle d'exprimer cette sorte de focalisation par préposition, par antéposition, c'est d'utiliser la construction clivée. Donc c'est ton livre que je vais lire la semaine prochaine. Alors là aussi, il y a un élément focal, il y a une bipartition, il y a un élément focal, nouvelle information, et qui exprime aussi beaucoup d'autres propriétés. Il y a un contraste par rapport à ce qui est présent dans le contexte discursif. Et il y a une partie présupposée, il y a une partie sur laquelle je suis d'accord avec mon interlocuteur. Si je dis cette phrase, je suis d'accord avec mon interlocuteur que je veux lire quelque chose la semaine prochaine, mais je donne une nouvelle information sur l'objet en particulier que je veux lire. Okay? Ça, c'est en gros le type d'articulation qu'on va utiliser. Voilà, donc la tête qui exprime la force, un élément comme que, that, etc., dans d'autres langues, et l'équivalent dans d'autres langues, typiquement précède, disons, c'est tout au début de la structure du complémentaire, donc elle précède le topique, donc l'ordre est que suivi du topique. Par exemple, en français, Marie dit que ton livre, elle le lira, etc., etc. Pourquoi le marqueur de force précède le topique? Vraisemblablement pour une question de sélection, c'est-à-dire typiquement les verbes principaux veulent sélectionner pour des phrases qui aient certaines propriétés, comme par exemple soit des déclaratives ou des interrogatives. Elles ne sélectionnent jamais pour une phrase qui a un topique, par exemple. Donc le topique n'est pas quelque chose qui est soumis à la sélection. Donc c'est l'élément sélectionné qui est toujours adjacent à la structure du verbe principal. Et on trouve ça dans plusieurs langues. Il inclut par exemple cette langue africaine dont j'ai un tout petit peu parlé hier, le Gungbe, étudié par Eno Kabo, qui a fourni la première cartographie détaillée d'une langue de ce type. Vous avez l'élément correspondant à que qui précède le topique dans cette structure. Alors, remarquez que dans ce type de langue, les positions topicales sont typiquement marquées par une morphologie spécifique. Donc, il y a cette tête, ce morphème, ya, qui désigne sélectivement les topiques. On va voir cette propriété plus en détail dans une minute. Oui, voilà. Dans beaucoup de langues, un topique et un focus peuvent
être en concurrence. On peut avoir dans la périphérie d'une langue et un topique et un focus. Mais typiquement, on les observe dans cet ordre. D'abord topique et puis focus. Et ceci, on le voit très directement dans des langues qui marquent morphologiquement topique et focus. Parfois, dans d'autres langues, c'est un tout petit peu plus compliqué de distinguer entre topique et focus. Il faut regarder l'intonation, il faut regarder la pragmatique, plusieurs choses. Mais dans des langues où il y a un marquage morphologique, on ne peut pas se tromper. Et donc là, vous avez une structure dans cette langue, Gungbe, dont je parlais. Je pense que ce livre topique, donc à propos de ce livre, on peut utiliser la clivée, c'est Suru qui doit le lire fondamentalement. Donc nous avons cet ordre topique focus. Si on considère l'ordre inverse, à l'inverse, ça serait la structure deviendrait agrammaticale. Même chose dans beaucoup d'autres langues. En Bassa, une autre langue africaine, une langue bantoue dans ce cas, où on marque aussi topique et focus, l'ordre est fixe, topique, focus. Dans une langue totalement différente, comme le maori, une langue austronésienne, parlée en Nouvelle-Zélande, on trouve la même chose. On a aussi là des marqueurs de topique et des marqueurs de focus, et l'ordre topique-focus. Créole jamaïcain, on trouve le même ordre. Donc très systématiquement, on trouve ce type d'ordre à travers les langues. Comme je disais, nous, on va utiliser la position focale surtout comme cible du mouvement WH. Alors, dans les langues romanes aussi, on voit cet ordre. Le topique typiquement précède l'élément WH. Donc, vous avez il tuo libro, a chi lo hai dato, en italien, en français, ton livre, à qui l'as-tu donné. Ça, c'est l'ordre naturel, topique, focus. Donc, on peut se poser la question, pourquoi c'est comme ça? On peut considérer une explication en termes d'un principe qui régit l'interface entre ces structures syntaxiques et l'interprétation, n'est-ce pas? Donc, dès que nous avons des structures topicales avec des têtes topicales réalisées en certaines langues, nulles dans d'autres langues, on peut penser qu'il y a une procédure interprétative de cette structure qui dit la chose suivante. Interprète, bon, dès que tu rencontres une tête topicale, interprète le spécificateur, donc ce qui précède immédiatement la tête, comme le topique, c'est-à-dire comme une entité saillante dans le contexte discursif, et interprète le complément comme le commentaire qui est fait à propos du topique. Et il est naturel de penser que le commentaire doit contenir un focus, doit contenir une information nouvelle. Autrement, disons, une structure topique commentaire serait complètement redondante si elle ne contenait aucune information nouvelle. Donc je voudrais suivre de ce point de vue des travaux comme les réflexions de Halliday ou de Lambrecht et dire en gros qu'un commentaire doit contenir un focus pour cette raison, pour donner une dynamique à la structure, à la progression de l'information qui est fournie dans ce type de contexte. Cette simple hypothèse dérive immédiatement le fait qu'on a nécessairement l'ordre topique focus et non pas le contraire, parce que si le topique précède le commentaire qui est indiqué par les parenthèses en vert ici, contiendra par définition un focus. Tandis que si on avait l'autre ordre, le commentaire, qui est le complément de la tête topicale, ne contiendrait pas de focus qui serait à l'extérieur. Donc ce serait une violation par rapport à ce simple principe. Donc pour cette raison, on peut penser d'expliquer le fait qu'on retrouve langue après langue ce type d'ordre. Il y a d'autres explications possibles. Hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, Urszlonski a fait appel à une analyse en termes de théorie de la localité qui dériverait aussi l'ordre topique focus. Je ne veux pas maintenant choisir entre ces hypothèses alternatives. L'important, c'est d'avoir une bonne raison pour avoir, à travers les langues, ce type d'ordre. Voilà, les pronoms interrogatifs, les pronoms de question, ou ce qu'on appelle aussi, en extendant un peu la structuration de l'anglais, des pronoms WH, donc des pronoms comme qui,
que interrogatif, ou, etc., typiquement se déplacent à la position de focus, comme je le disais, et donc on s'attend à avoir cet ordre topique, pronom WH en position de focus. Donc à Gianni, che cosa gli avete detto? À Jean, qu'est-ce que vous lui avez dit? Ce sont des structures possibles, évidemment, tandis que la concurrence d'un élément WH et d'un focus est souvent peu naturelle, peut-être dans certains cas pas totalement exclue, mais peu naturelle, parce que l'élément WH et l'élément focal entrent en compétition pour la même position. Donc, si on prend ce type de carte, on aura la position topicale qui précédera la position focale qui pourra être remplie par un élément WH. Donc, à Gianni, cosa gli avete detto, par exemple, à Jean, qu'est-ce que vous lui avez dit, etc. Tandis que il y a une tendance au moins à la distribution complémentaire entre les éléments WH et le focus parce qu'ils sont en compétition pour la même position, quoique dans certains cas spéciaux, on peut avoir une concurrence. Voilà, ça c'est une chose qu'il faut garder à l'esprit. Maintenant, deuxième propriété, comparons deux structures qui mettent en jeu la périphérie, les structures relatives et les structures interrogatives. Il y a certaines similarités entre les deux. En français, on utilise même en partie les mêmes formes pronominales, n'est-ce pas? Un homme à qui il devrait donner le prix Nobel l'année prochaine, et Jean, je ne sais pas à qui, ça c'est une question, il devrait donner le prix Nobel l'année prochaine. On a l'impression qu'on a le même type de mouvement, on parle de mouvement WH de manière générique. Mais si on regarde de près les structures, on voit que ces deux types d'éléments ne se trouvent pas dans la même position. Ils occupent des positions distinctes dans notre périphérie gauche éclatée. Et ceci est montré, comme on avait vu hier par rapport à d'autres propriétés, par un argument de transitivité, c'est-à-dire par rapport à un certain élément qui demeure constant, un élément topical, le pronom relatif précède cet élément constant et le pronom interrogatif suit cet élément constant. Donc ils ne peuvent pas occuper la même position. Ils sont de deux côtés distincts d'un élément qui reste constant. Pour voir ça, il faut utiliser une langue qui est assez libre dans la distribution possible de topiques. Il y a beaucoup de langues qui posent beaucoup de restrictions où un topique n'est pas vraiment compatible avec les constructions que nous sommes en train de regarder. En italien, il y a beaucoup de liberté, donc on peut voir assez clairement ce type de choses. Donc dans une relative, on aura l'ordre un uomo a cui il premio Nobel lo dovrebbero dare. Donc vous voyez le pronom relatif qui précède le topique. Et la question indirecte, l'ordre naturel ici, c'est topique, pronom interrogatif. Donc non so proprio il premio Nobel a chi lo vogliano dare. Et ceci découle donc d'une différence positionnelle. L'élément interrogatif, on l'a vu, termine sa course à la position focale, plus basse que la position topique, tandis que le pronom relatif doit évidemment cibler une position plus haute. Et il est raisonnable de penser qu'un pronom relatif cible une position haute, parce que le pronom relatif doit se connecter immédiatement à la tête de la relative. Il y a une expression nominale, l'homme à qui on donnera le prix Nobel, et cette séquence apparemment ne peut pas être brisée par l'intervention de quelque chose d'autre. Donc il faut que le pronom relatif monte en haut. On peut essayer de préciser ces choses en termes d'une théorie précise de la localité, mais je laisse ces contraintes à un niveau plutôt intuitif. Voilà ce que je viens de dire fondamentalement. Le pronom relatif doit être adjacent à la tête de la relative, donc il cible une position plus haute, tandis que le pronom interrogatif peut cibler une position plus basse. Voilà, je disais avant que perché, pourquoi, why en anglais,
ont un comportement spécial par rapport aux autres éléments interrogatifs. À première vue, non, c'est comme les autres éléments. Mais en effet, on peut donner nos arguments d'ordre pour montrer qu'effectivement, perché, pourquoi, etc., occupe une position plus haute. Par exemple, perché en italien est compatible avec une position focale plus basse. Donc vous pouvez dire des choses comme perché a Gianni avete detto questo et non a Piero. Ça, c'est possible. Et donc, ceci indique que perché occupe une position plus haute par rapport à la position focale. Tandis que les autres éléments WH, on l'a vu, sont en compétition avec un focus et avec cette position. Et perché peut être aussi plus haut qu'un topique. Donc, il est parfaitement possible de dire perché a Gianni gli avete detto questo. Tout à fait possible de voir pourquoi qui précède une position topicale. Donc, il y a une position plus haute dans laquelle il faut caser un élément comme perché. Et cette position qu'on a déjà discutée un tout petit peu hier, hein, en l'appelant position interrogative. Alors, si on regarde à travers les langues et on compare le comportement d'un élément comme pourquoi par rapport à d'autres éléments interrogatifs, on trouve souvent des comportements très différents pour pourquoi et pour les autres éléments. Voilà un type de différence qui est montré très directement par l'italien, tandis que les autres éléments interrogatifs qui, où, dove, comment, come, etc., exigent l'inversion. Donc on ne peut pas avoir l'ordre élément WH, sujet, verbe. Donc quelque chose comme dove Gianni va, ce n'est pas une bonne question principale en italien. Il faut faire l'inversion. Dove va Gianni? On aime bien avoir le verbe fléchi adjacent à l'élément interrogatif, perché c'est exceptionnel de ce point de vue. Il peut ne pas être adjacent. Donc on peut dire perché Gianni parte? C'est parfaitement possible. Hein? Pourquoi Jean part? Hein? Okay? Et donc les éléments WH normalement exigent l'inversion, perché ne l'exige pas. Ceci peut être ramené à la différence positionnelle. L'élément WH normal en focus attire le verbe, tandis que pourquoi est pour ainsi dire autonome, il se trouve dans une position plus haute, en haut de la structure, hein, où il n'a pas de nécessité particulière d'attraction verbale. On trouve ce genre de situation dans beaucoup d'autres langues. Par exemple, elle a été décrite en roumain, notre langue romane, mais aussi dans une langue non indo-européenne comme le basque. On trouve exactement ce même type de situation avec pourquoi qui n'exige pas l'inversion, tandis que les autres éléments l'exigent. Il y a du travaux sur certaines variétés de l'arabe, l'arabe de Syrie par exemple. Donc dans beaucoup de langues, on retrouve cette exceptionnalité de pourquoi. On peut reproduire en partie ce genre de situation en français. Pensez au fait que normalement, quand vous avez une position focale exprimée par une phrase clivée, il est très difficile de sortir un élément WH. Donc vous partez de « c'est Jean qui a dit cela à Pierre », par exemple. Il est difficile de former une question sur Pierre, donc de dire « à qui c'est Jean qui a dit cela ?» Il y a quelque chose d'un peu bizarre dans cette phrase. Même chose pour d'autres éléments WH, où c'est Jean qui a dit cela, quand c'est Jean qui a dit cela. Mais pourquoi? C'est bon. Pourquoi c'est Jean qui a dit cela? C'est parfaitement possible, n'est-ce pas? Donc, ceci découle aussi du fait que pourquoi naît dans une position plus haute et donc il n'est pas affecté par la présence d'une position focale plus basse. Tandis que les autres éléments ne peuvent pas cibler la position focale qui est déjà occupée par le focus de la clivée et ne peuvent pas être déplacés à plus grande distance à cause d'un principe de localité. Donc, nous avons ce type d'effet. Encore d'autres propriétés intéressantes du français. Les jugements sont un tout petit peu difficiles, mais les tendances, je pense, existent certainement.
d'autres éléments WH et pourquoi peuvent déclencher l'inversion du critique sujet. Donc vous pouvez avoir des structures comme ça. À qui a-t-il parlé? Où est-il allé? Pourquoi est-il parti? Le français colloquial, en tout cas, a aussi la possibilité de WH in situ, donc on ne fait pas bouger l'élément. Donc en français colloquial, il a parlé à qui? C'est une forme possible, interrogative. Il est allé où? Mais pour beaucoup de locuteurs, il est difficile d'avoir cette construction avec pourquoi final. Il est parti pourquoi? Il y a quelque chose d'un peu bizarre dans ce genre de structure. Ce qui n'est pas étonnant si, dans le cas optimal, pourquoi naît directement dans le système du complémentaire. Donc il ne peut pas être naturel, ne peut pas être laissé naturellement in situ. Ce type de situation a été observé dans beaucoup d'autres langues qui admettent et le mouvement et la variante in situ, comme le français. Par exemple, dans l'anglais de Singapour, l'anglais parlé à Singapour, qui est très différent par rapport à l'anglais standard, on a observé ce genre de propriété. En persan, on a observé la même propriété. Dans une langue africaine, étudiée par Torrens et collaborateurs, que le Kratchi parlait au Ghana, on a fait ce genre d'observation. Bon, il y a d'autres choses intéressantes qu'on pourrait dire à ce sujet, mais je vais continuer. Voilà, en anglais, on a l'impression que why se comporte comme who, what, when, etc. Par exemple, il a besoin de l'inversion, etc. Mais les enfants qui apprennent l'anglais font quand même une différence intéressante entre pourquoi, why, et les autres éléments WH. Ceci a été remarqué par plusieurs personnes. Par exemple, Rose Thornton a écrit un article très intéressant sur cette propriété. En faisant une étude de corpus, donc on enregistre l'enfant, qui produit des phrases, qui dit des phrases, on observe que vers l'âge de 3 ans, l'enfant fait l'inversion avec les autres éléments WH. Donc il dit des choses comme Who was it that, blah, blah. How did Tweety get maked? Remarquez cette forme typique du langage enfantin. When will we be big enough to climb up there? Ce genre de choses. Vous avez là, disons, c'est toujours des phrases très intéressantes, mais concentrons-nous sur l'inversion. L'enfant fait l'inversion, toujours l'auxiliaire ou le verbe copulaire adjacent à l'élément WH. Tandis que l'enfant produit beaucoup de structures avec pourquoi sans inversion. Donc il dit des choses comme why you are going in that one. Il continue pendant plusieurs mois à ne pas faire l'inversion avec pourquoi. Donc fondamentalement, c'est la structure de l'italien, si vous voulez. Le fameux sociolinguiste Bill Labov, avec sa femme, avait étudié des enfants, avait étudié en particulier leurs filles, et il avait montré très clairement, vous voyez ici les courbes d'apprentissage de l'inversion avec des choses comme what, where, how, assez tôt, l'inversion est obligatoire, pratiquement au ceiling, n'est-ce pas, au sommet. Tandis qu'avec why, ça c'est cette ligne, ça prend beaucoup plus de temps. Il y a une période de plusieurs mois dans laquelle l'enfant ne fait pas une inversion. Alors pourquoi on a cette situation? Pourquoi est-ce que l'enfant qui apprend l'anglais passe par une phase italienne, n'est-ce pas, on pourrait dire, hein, dans l'acquisition de pourquoi? Ici, je vous propose une possibilité spéculative qui peut éventuellement être précisée. Et donc, l'idée est que peut-être il y a un coût inhérent dans l'inversion anglaise, éventuellement lié au fait que l'inversion anglaise est une manifestation spécifique d'une construction particulière de V2, le processus de verbe en deuxième position,
comme vous vous souvenez de la discussion d'hier, est un processus totalement généralisé dans les langues germaniques sauf l'anglais. L'anglais a perdu V2, a perdu cette caractéristique que des langues comme l'allemand, le suédois, le danois, etc. Ont. Mais il a maintenu des formes résiduelles de V2 dans certaines constructions, par exemple dans les constructions interrogatives. Alors on peut faire l'hypothèse que cette manifestation résiduelle liée à une certaine construction est quelque chose de coûteux, quelque chose par rapport auquel l'enfant a tendance à ne pas adopter immédiatement cette hypothèse. Donc l'enfant initialement évite l'inversion avec pourquoi, avec why, puisque la faculté du langage lui offre une option moins marquée, l'option italienne, qui est attestée dans beaucoup d'autres langues. Et peut-être l'existence en anglais d'une construction avec un élément proche de why, c'est-à-dire l'expression how come, qui n'a pas d'inversion, a l'effet de renforcer l'idée que peut-être avec pourquoi on peut ne pas avoir l'inversion. Donc on a des choses comme how come John left, qui veut dire essentiellement why did John leave. Hein? Mais ici, en anglais adulte, il n'y a pas d'inversion. Donc peut-être pour l'une ou l'autre, ou l'effet combiné de ces raisons, l'enfant passe par cette phase où il n'y a pas d'inversion avec why. Ensuite, l'exposition systématique à l'inversion dans les questions avec pourquoi, dans les phrases que les adultes adressent à l'enfant et dans la conversation avec les adultes, donne des raisons à l'enfant pour abandonner l'option paramétrique italienne et pour adopter, pour traiter why comme tous les autres éléments WH. Ça, c'est simplement une conjecture que j'offre à votre attention. Bon, continuons rapidement sur nos distinctions. Donc, on a parlé de topique et on a parlé d'antéposition d'adverbes, n'est-ce pas? Prenez une phrase anglaise comme celle-ci, John will sell his house next year. Vous pouvez topicaliser l'objet, dire des choses comme vous pouvez topicaliser l'objet comme dans la phrase 3, his house, John will sell next year. Par exemple, on compare sa maison avec d'autres objets saillants et on peut dire ce genre de choses dans un contexte de cette sorte. Ou bien on peut tout simplement antéposer l'élément adverbial, dire next year, John will sell his house. Il y a quelques raisons de penser que la position ciblée par les topiques et par les adverbes, les éléments adverbiaux antéposés, n'est pas la même. Par exemple, ici, vraiment, je suggère simplement la différence sans développer une analyse parce que ça nous amènerait trop loin, ça prendrait trop de temps. John Bresnan, dans ses travaux dans les années 70, avait remarqué la chose suivante. Il y a des effets qu'on appelle complémentaires traces dans des langues comme l'anglais. On ne peut pas sortir le sujet d'une phrase qui commence par un complémentaire explicite, n'est-ce pas? Donc, on parle de quelque chose comme « I think that this man will sell his house next year ». On essaye de sortir the man dans une relative, par exemple « Here's the man who I think that » will sell his house next year. Cette structure n'est pas très bonne en anglais. C'est en effet ce qu'on appelle complémentaire trace. Cette séquence n'est pas bonne, disons. Mais comme Bresnan l'avait observé, si un adverbe est antéposé, la structure s'améliore. Donc quelque chose comme « Here's the man who I think that next year will sell his house », c'est plus acceptable. Okay? Et de ce point de vue, l'antéposition de l'adverbe et la topicalisation ont un comportement différent parce que la topicalisation d'un objet direct, par exemple, n'améliore pas du tout la structure. Donc, here's the man, pardon, il y a une faute ici. Here's the man who I think that his house will sell next year. C'est pas amélioré par rapport à notre ligne de base. Donc, simplement pour donner une idée de l'analyse possible, si on distingue les positions
ciblée par un adverbe antéposé et par un topique, avec la position ciblée par l'adverbe plus basse, on peut penser que cette position est suffisamment proche de la position sujet pour avoir un effet bénéfique sur cette question de l'effet complémentaire-trace, tandis que la position topicale serait trop éloignée, trop haute dans la structure pour avoir un effet quelconque sur la possibilité d'accepter une extraction du sujet. Ceci doit évidemment être rendu précis, mais je me limite à cette présentation extrêmement peu détaillée. Voilà, donc les données expérimentales, ou plutôt les données de production naturelle que je voudrais discuter concernent l'acquisition de l'hébreu et concernent un travail où les données ont été collectées par Naama Friedman et ses collaborateurs. Donc, disons simplement, sans entrer dans les détails, qu'en hébreu, on retrouve les mêmes propriétés de notre structure fondamentale, basique, donc de ce type de représentation. Donc, on retrouve ce type de configuration. Je ne vais pas commenter en détail ce type de données. Disons tout simplement qu'on retrouve les mêmes structures. On retrouve que la position topicale est plus basse que la position de force. On retrouve le fait que pourquoi est plus haut qu'un autre élément WH comme qui, etc., etc. Bon, on arrive sur cette base, on est arrivé dans le travail que je vais citer maintenant à établir une carte de la périphérie gauche de l'hébreu qui reproduit fondamentalement les propriétés que nous venons de voir. Ici, je n'ai pas focus phrase, je n'ai pas syntagme focal, mais syntagme Q, syntagme WH, si vous voulez, simplement parce qu'on va utiliser uniquement des éléments WH comme éléments qui peuvent remplir cette position. Mais c'est exactement la même chose que j'ai appelé avant focus phrase. Voilà, donc l'hypothèse de la croissance des arbres. Je vais parler maintenant enfin d'acquisition. C'est une idée qui a été développée dans ce papier que j'ai écrit en collaboration avec Adriana Belletti et Naama Friedman, Growing Trees, donc c'est l'hypothèse on l'appelle comme ça en anglais. Et l'idée est tout simplement la suivante. Les arbres sont acquis de manière ascendante ou bottom-up. Donc les zones basses sont acquises avant, les zones hautes sont acquises après. Et l'acquisition d'une zone définit un stage dans l'acquisition du langage. Donc, si on prend une structure complexe, et on en a plusieurs dans les études cartographiques où il y a dans l'arbre adulte une zone A avec une zone B qui la domine, avec une zone C qui domine B et A, donc une structure complexe de ce type, on s'attend, selon cette hypothèse d'acquisition bottom-up, de trouver, en regardant les enfants, un groupe d'enfants qui n'aura maîtrisé que la première zone, et pas les autres. Et puis un autre groupe d'enfants qui aura maîtrisé la deuxième zone qui ce sera en quelque sorte qui aura poussé, si vous voulez, en haut par rapport à la structure A, et puis un autre groupe d'enfants qui aura déjà la configuration adulte, mais il y a des choses qu'on ne s'attend pas de trouver. On ne s'attend pas de trouver les configurations 4, 5, 6 et 7, c'est-à-dire où les parties en rouge sont des zones qui ne sont pas maîtrisées par l'enfant. Donc on ne s'attend pas d'avoir un groupe d'enfants qui aura maîtrisé la zone B sans avoir maîtrisé la zone A, ou la zone C sans avoir maîtrisé B et A, ou les zones C et B sans avoir maîtrisé A, ou bien une situation comme cette, où ce groupe hypothétique maîtriserait
la zone basse, la zone haute, mais non pas la zone intermédiaire. Eh bien, ces situations, on s'attend à ne pas les trouver, étant donné l'hypothèse de la croissance progressive des arbres. Si vous pensez à la manière dans laquelle les arbres arrivent à leur structure adulte, ça marche exactement comme ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas un morceau d'arbre qui pousse sans se connecter au reste de la structure. Donc c'est une hypothèse totalement simple et naturelle. On a utilisé pour tester cette hypothèse ce moyen, les échelles de Gartman, qui fonctionnent comme ça. Donc c'est un système qui permet bien de souligner les rapports implicationnels entre propriétés distinctes. Donc quand il y a des rapports implicationnels de type que la propriété C implique la propriété B, implique la propriété A, et B implique A, etc., on s'attend à trouver une situation de ce type. On a ici les trois propriétés, et supposez que chaque ligne de cette table correspond à ce qu'un enfant individuel sait faire. Hein. Et donc, vous voyez qu'il y a des enfants qui n'ont aucune de ces propriétés. Il y a des enfants qui ont A, mais qui n'ont pas B et C. Il y a des enfants qui ont A et B, mais n'ont pas C. Et il y a des enfants qui ont A, B et C. Mais dans ce type de système, on s'attend à ne pas trouver un groupe qui aurait des blancs à gauche et des bleus à droite, pour ainsi dire, n'est-ce pas? Donc, qui aurait des structures C, mais qui n'aurait pas des structures A et B. Donc, pour donner un exemple banal, mais qui fait voir immédiatement de quoi on parle, imaginez que A, c'est la capacité de compter jusqu'à 10. B, c'est la capacité de compter jusqu'à 20. Et C, c'est la capacité de compter jusqu'à 100. Alors, vous vous attendez, bon, c'est banal dans ce cas, c'est beaucoup moins banal dans le cas du langage, qu'un enfant peut compter jusqu'à 10 sans arriver à 20 ou à 100, mais pas vice-versa. Un enfant qui peut compter jusqu'à 100 sans compter jusqu'à 10, évidemment. Pour le langage, c'est beaucoup moins évident. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'acquisition des structures linguistiques? Comment la carte de la périphérie est-elle acquise? Est-elle accessible dès le début? Est-elle acquise en bloc? On pourrait imaginer qu'il y a un moment où il n'y a rien de la périphérie gauche et puis il y a l'ensemble de la structure. Ou bien elle est acquise par étapes. Et donc, si on pense à l'hypothèse de la croissance des arbres, on s'attend à une croissance qui respecte l'ordre hiérarchique. Regardons des échantillons de production naturelle, des enregistrements. On peut ici compter les éléments, faire des statistiques. Et les structures qu'on regarde sont les suivantes, qu'on a regardées sont les suivantes. D'abord, il y a des structures qui concernent la partie très basse de l'arbre, des structures sujet-prédicat fondamentalement. Sujet-prédicat avec différentes classes verbales, des verbes transitifs, des verbes inergatifs, inaccusatifs. C'est deux types de verbes intransitifs selon la tradition grammaticale. Donc ici, ce qu'on regarde fondamentalement, est-ce que l'enfant a l'articulation sujet-prédicat, NPVP, syntaxe nominale, syntaxe verbale. Puis on regarde des choses qui concernent la partie basse de la périphérie gauche, donc des structures WH avec des interrogatives, des arguments, des ajouts, des choses comme ou, par exemple, des arguments comme qui, etc. Des adverbes antéposés qui se trouvent dans cette zone, des questions oui-non. Quand est-ce que l'enfant commence à produire des questions oui-non? Questions où la réponse est oui ou non. Et puis on regarde des propriétés qui ciblent la partie, qui utilisent la partie haute de la périphérie. Des questions avec pourquoi, les relatives, les structures topicales, les clauses subordonnées, donc des choses comme je crois que Marie viendra, je vois que Marie part, par exemple, ce sorte de structure. Donc nous avons ces 11 propriétés, disons 11 propriétés qui concernent différentes parties de l'arbre syntaxique. On veut voir en quel ordre elles sont acquises, elles se manifestent
dans les productions enfantines. Alors, si on met ensemble les productions enfantines simplement en suivant l'âge chronologique, on ne voit pas grand-chose. On voit un certain désordre, n'est-ce pas? On voit que, évidemment, les enfants plus jeunes, je vous rappelle que chaque ligne correspond à un enfant. Donc, les enfants plus jeunes ont plus de blanc que de bleu, ce qui n'est pas étonnant, ils ont moins de structure, hein. Mais ça ne montre pas grand-chose. Mais si on oublie l'ordre strictement chronologique sur la base de l'âge des enfants, on peut réordonner les choses en créant quelque chose qui ressemble fortement à une échelle de Gartman, justement. Vous voyez que pourquoi il faut ne pas tenir compte de l'ordre chronologique strict? Eh bien, parce que les séquences des événements sont largement les mêmes pour tous les enfants. Mais la vitesse n'est pas du tout la même. Il y a des enfants qui vont très, très rapidement et qui passent d'un stage à l'autre. Et d'autres enfants qui ont besoin de plus de temps. Et donc, l'ordre relatif est constant. Mais, disons, ce qu'on observe en termes absolus, ce n'est pas du tout la même chose. Alors ici, il est possible, bon, il y a des trous bien sûr, hein, il y a plusieurs trous, mais ce n'est pas du tout étonnant parce que c'est des productions naturelles. Donc il est clair que quand on utilise normalement le langage, parfois on n'utilise jamais exactement toutes les structures qu'on connaît. On peut en utiliser un sous-ensemble raisonnable. Donc ces trous peuvent être considérés fondamentalement accidentels. On peut essayer d'améliorer les choses en étudiant la production élicitée, par exemple, pour voir si l'enfant est effectivement capable d'utiliser certaines structures ou non. Mais on peut se contenter de ce niveau d'approximation par l'étude de la production naturelle. Alors, vous voyez qu'on peut distinguer trois groupes d'enfants. Chaque enfant correspond à une ligne, ici, évidemment, ou en effet même quatre groupes. Il y a des enfants qui ne produisent même pas de structure sujet-prédicat, hein, qui sont probablement dans la phase des deux mots. Donc ils disent veut, lolo, quelque chose comme ça, fait dodo, cette sorte de choses. Donc même pas des configurations sujet-prédicat. Ensuite, il y a des enfants qui ont des articulations sujet-prédicat, sujet-verbe, sujet-syntaxe verbal, mais qui n'ont aucune utilisation des structures de la périphérie, ni basse ni haute. Puis il y a un deuxième groupe d'enfants, ou un troisième si vous voulez, qui a les structures sujet-prédicat, qui a les structures interrogatives, qui a les structures basses, hein, fondamentalement, mais qui n'a aucune des structures hautes, qui n'a pas de question pourquoi, qui n'a pas de structure relative, qui n'a pas de structure topicale, qui n'a pas de structure déclarative subordonnée. Et puis il y a un troisième groupe d'enfants qui ont les trois possibilités, les trois sortes de choses, donc sujet-prédicat, question WH, question oui, non aussi, antéposition d'adverbe, et aussi les structures qui mettent en jeu la partie haute de la périphérie, relative, pourquoi, topique et structure subordonnée. Donc, on est dans cette situation. Ici, on a représenté de manière plus compacte les différentes propriétés de chaque stage. Donc, ce premier groupe, par le groupe 0, aura un arbre petit, disons, un arbre qui correspond à la structure du IP, structure sujet-prédicat, mais pas plus. Ce deuxième groupe aura la structure qui a aussi la partie basse de la périphérie gauche. Le troisième groupe aura un arbre développé qui inclut aussi la partie haute de la périphérie. Voilà, il y a plusieurs questions qui se posent. Regardons certaines des résultats qu'on a obtenus, et puis j'essaierai de conclure. Par exemple, considérons la dissociation entre questions et relatives. Les questions, vous voyez, sont là bien avant les relatives. Hein. Donc il y a des enfants qui ont des questions dans cette partie du graphe, mais qui n'ont pas du tout
de structures relatives qui commence par la suite. Pourquoi? Pour la raison que nous avons vue. La cible de l'élément de question, donc qui as-tu vu, que fais-tu, etc., est basse, plus basse dans le deuxième stade que la cible de la relativisation, qui est dans une position plus haute, qui doit être adjacente à la tête de la relative. Donc on s'attend à cette distinction chronologique entre l'acquisition de questions et l'acquisition de relatives qui ont besoin d'une structure plus grande, qui se manifeste seulement par la suite. Ça a été une véritable découverte empirique pour nous de voir que les questions oui-non, est-ce qu'il est parti, ce genre de questions, sont en concurrence, donc sont présentes dans la même phase que les questions WH. Donc, qui est parti, où est-il allé, etc., etc. Donc, on voit bien que les enfants qui ont l'une de ces configurations ont aussi l'autre. A priori, on aurait pu s'attendre à ce que les questions oui-non auraient pu être simplement spécifiées même au niveau le plus bas. Après tout, certaines questions oui-non peuvent être posées simplement sur la base de l'intonation. Il est parti, avec intonation interrogative, n'est-ce pas? Donc, a priori, on aurait pu s'attendre qu'elle soit déjà présente dans une phase où seulement la toute première partie de l'arbre est présente. Ou bien elle aurait pu être présente dans le deuxième stage, ou bien au troisième stage. Après tout, dans les questions oui-non, on aurait pu utiliser la position utilisée par pourquoi. Mais ce qu'on constate empiriquement, c'est que les questions oui-non vont avec le deuxième stage et sont en concurrence chronologique avec les constructions WH, avec les questions WH. Voilà. Puis, autre observation intéressante est que les clauses relatives et les clauses déclaratives subordonnées se manifestent dans le même stade. Ici, en comparant ces deux colonnes, on voit ce type de choses. Quand il y a l'une, on a tendance à observer aussi l'autre. Donc les relatives, c'est des choses comme voilà l'homme que j'ai rencontré. Les déclaratives subordonnées, c'est des choses comme je crois que Marie viendra ou je vois que Marie part, par exemple. On aurait pu penser, par exemple, que les clauses subordonnées soient plus simples que les relatives, parce qu'elles n'impliquent pas de mouvement. Les relatives impliquent typiquement un mouvement, mais les clauses subordonnées, je crois que Marie viendra, n'impliquent pas de mouvement. Néanmoins, on observe que non, que ces deux types de constructions se manifestent de manière simultanée. Pourquoi? Pour le cas de la relative, on l'a dit, on a besoin de projeter la structure jusqu'à la force pour caser le pronom relatif en position adjacente avec la tête de la relative. On peut penser de manière similaire et parallèle que dans l'acquisition des structures déclaratives subordonnées, on a besoin du contenu de la tête de force qui explicite le contenu qui est utilisé par les sélecteurs plus hauts, n'est-ce pas? Donc certains verbes sélectionnent une déclarative, certains d'autres verbes sélectionnent une question indirecte. Je me demande, sélectionne une question indirecte. Je crois, sélectionne une déclarative. Donc nous avons ce genre de situation et on peut penser que si cette information est spécifiée dans la position la plus haute, la position de force, il faut projeter une structure jusqu'à cette projection pour que l'information soit accessible à un sélecteur externe. Donc c'est pour cela, vraisemblablement, que les déclaratives subordonnées vont ensemble avec les structures relatives. Voilà. Dissociation entre
topicalisation qui est acquise tardivement, donc ce livre, je le lirai, et antéposition d'adverbes, maintenant je fais ça, totalement, lié aussi à la différence positionnelle. L'antéposition d'adverbe cible une position plus basse, donc on la retrouve dans le deuxième stage, tandis que la topicalisation cible une position plus haute. Et donc il faut que l'enfant soit arrivé au troisième stage pour pouvoir avoir ce type de propriété. Et enfin, les questions avec pourquoi, plus tardives que les autres questions WH, toujours pour la même raison. C'est toujours la géométrie de l'arbre, hein, dans cette manière de voir les choses, qui nous donne la raison pour un certain type de séquence. Hein. Donc nous avons pourquoi qui a besoin de cette position, donc jusqu'au moment où cette partie de l'arbre ne s'est pas développée, les questions avec pourquoi ne sont pas présentes. Les autres questions sont là, sont possibles. Voilà, donc j'ai essentiellement déjà dit tout ce qui est dans cette diapo. Donc, je voudrais conclure. Il y a beaucoup de questions ouvertes, évidemment. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas du tout encore compris. Les zones qui définissent de manière empiriquement correcte les stades ont une taille intermédiaire. Hein. Donc ces zones sont plus grandes qu'une simple projection X-bar, donc une tête avec son spécificateur et son complément. Donc plus grande qu'une simple projection X-bar et plus petite qu'un système entier. Donc ce n'est pas que tout le système du complémentaire, ou bien il est là, ou bien il n'est pas là. Ça procède par étapes et on a distingué au moins deux étapes. Donc qu'est-ce qui tient ensemble les éléments de la partie basse du système complémentaire en opposition avec les éléments de la partie haute? On ne sait pas quelle est la colle, quel est l'élément qui détermine ce type de structuration. Donc ici, nous avons une ligne de recherche potentiellement fructueuse pour l'un des buts de ce cours, pour la quête de la structure atomique et moléculaire du langage. Qu'est-ce qui crée ces molécules que nous voyons en activité dans l'acquisition du langage, mais nous ne savons pas encore comment elles sont gardées ensemble. Deuxièmement, est-ce que la structure du IP se prête à une analyse analogue en définissant des zones distinctes? Par exemple, pourrait-on distinguer une zone aspectuelle, les spécifications aspectuelles étant plus basses que les spécifications temporelles? Pourrait-on observer une zone avec une réduction très précoce, évidemment, dans le développement de l'enfant, où l'enfant exprime uniquement des propriétés aspectuelles avant des propriétés temporelles? En effet, il y a certaines tentatives de dire peut-être l'aspect est acquis avant le temps. Si c'est vrai, ce genre de considération se prête à une analyse tout à fait analogue au type d'analyse qu'on a développé pour la périphérie de la structure. Puis d'autres types de syntagmes. Est-ce que pour le syntagme nominal, pour le DP, on peut faire le même type de distinction? Est-ce qu'on peut traiter les cas d'omission du déterminant, par exemple, en termes de croissance encore incomplète de l'arbre nominal, hein, le fait que l'enfant utilise souvent des structures nominales sans articles, par exemple. Ça pourrait se prêter à ce genre d'analyse. Puis, bien sûr, il faut tester de manière tout à fait systématique l'analyse qu'on vient de présenter à travers les langues. Il y a des résultats intéressants sur l'italien, sur le tchèque, le russe, l'anglais, le portugais brésilien. Il y a des résultats en cours sur le français. Donc, évidemment, il y a un travail énorme à faire ici de vérification de ces résultats empiriques. Puis, il y a l'énorme question du rapport entre production et compréhension. C'est-à-dire, quand l'enfant n'utilise pas de questions, est-ce qu'il comprend les questions? Question extrêmement importante. Est-ce que le système de la production de l'enfant et le système de la compréhension
procèdent complètement en parallèle, ou bien l'un est plus avancé par rapport à l'autre. Question extrêmement importante par rapport à laquelle on a quelques éléments de réponse, mais une analyse systématique en comparant systématiquement production et compréhension dans des cas individuels d'enfants, tout ça, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Bon, voilà, ça c'est des résultats sur l'italien, mais je voudrais arriver à mes conclusions. Donc, tout ce que je viens de présenter, l'étude de l'acquisition en utilisant les instruments, les idées de la cartographie, c'est quelque chose d'assez récent. On est vraiment dans la phase, vous avez vu l'article qui a fait démarrer un peu cette perspective, a été publié en 2021, et donc on y travaille beaucoup, mais c'est quelque chose de récent. On est dans la phase où on se pose des questions très basiques sur l'articulation et la séquence temporelle. On ne sait pas exactement ce que cela va donner, mais il faut tenir compte que l'étude de l'acquisition, dans cette perspective, a un grand potentiel. Ce type d'étude peut révéler des propriétés de l'organisation et du fonctionnement du système qui ne sont pas aussi directement accessibles en regardant le système adulte. Par exemple, pour essayer de comprendre pourquoi l'arbre syntaxique a le type de subdivision que nous observons dans le fonctionnement chez les enfants. Et ceci va certainement nourrir la réflexion théorique aussi sur ce qui tient ensemble les différents atomes du langage. Donc sur l'acquisition de structures complexes, mais d'ailleurs aussi sur beaucoup d'autres aspects de la cartographie adulte, il y a beaucoup de questions encore à explorer, y compris des questions fondamentales, absolument fondamentales. On est loin d'avoir une réponse pour les grandes questions fondamentales, mais il faut se les poser, il faut continuer à se les poser. Donc, dès que nous avançons dans la connaissance, par exemple, de l'acquisition du langage, de nouvelles questions s'ouvrent constamment et nous prenons conscience des trous énormes, des lacunes qui existent dans nos systèmes de connaissances et des lacunes dont nous ne supposions même pas l'existence. Et il faut donc prendre conscience du caractère toujours incomplet de notre compréhension des mécanismes du langage. Et cette prise de conscience n'est qu'un cas particulier d'une caractéristique générale de la démarche scientifique, je dirais même plus généralement de la démarche rationnelle, qui doit être constamment nourrie de nouvelles questions. Donc il y a de nouvelles questions qui se posent, et c'est sur la base de ces nouvelles questions qu'on peut avancer. Donc le fait d'être toujours confronté à des problèmes inattendus ne doit pas nous décourager, bien sûr. La génération constante de nouvelles questions, c'est au contraire un signe puissant de la vitalité d'un domaine d'étude qui ne s'arrête pas sur un savoir acquis, mais qui est toujours en quête de nouvelles perspectives. Et j'espère, dans ce cours, avoir donné l'idée que l'étude moderne du langage a précisément ces caractéristiques. Et je vous remercie.